Ben, c'est justement cette capacité à refuser ce qui est évident, la raison. Enfin, moi, je suis parfois assez pessimiste par rapport au temps où nous sommes. Et en même temps, quand je suis trop pessimiste, je me dis, bon, en juin 40 et les mois, les années qui ont suivi, la situation était, si on prend le cas de la France, la situation était encore plus grave. Elle était encore plus, on pouvait guère imaginer pire. Et pourtant, voilà, les choses ont changé, et les choses se sont améliorées. Donc voilà, c'est aussi ça fait appel à l'espérance, je crois, cette période et ces hommes. Et après, tout simplement, au-delà de voilà, cette espérance, tout simplement, ce qu'on appelle voilà l'esprit de résistance, et qui est là, qui épouse en l'occurrence l'histoire de la résistance proprement dit, mais qui est un esprit voilà, qui a existé bien avant et qui existe peut-être encore aujourd'hui. Enfin, voilà, c'est la faculté à voilà, dire non à certaines choses qui nous paraissent injustes, absurdes, barbares, etc. Évidemment, ce qui m'amusait et ce qui nous amusait quand on utilise cette expression, c'est justement de la renverser, de lui enlever ce cliché que là peut avoir de chez nous, ce repli sur voilà le terroir, on est chez nous, Quelqu'un me disait il y a pas longtemps, ça me fait penser à bien de chez nous. Et je disais oui, mais sauf que c'est l'inverse quoi dans ce livre. De chez nous, c'est pas bien de chez nous. Et comme je dis, à un moment, on sera peut-être qu'on sera de chez nous au Brésil, à Istanbul. Au Brésil où s'était réfugié Bernanos pendant la Seconde Guerre. De chez nous, c'est un attachement à la France, mais notre France, elle est partout. Et effectivement, ce sont je crois beaucoup, oui, des démarches individuelles, mais chacun dans son, j'allais dire, dans son espace peut faire avancer les choses. Puis un écrivain, il est forcément obligé de penser ça parce que, j'allais dire, rien que son activité est par définition solitaire et individuelle et individualiste. Mais au-delà de ces individus, oui, il y a quand même un souci du collectif, quoi. Enfin, j'aime pas trop cette expression de vivre ensemble qui est tellement galvaudée, mais c'est ça, quoi. Après, il faut quand même faire société, quoi, et essayer et encore une fois, de dégager un sens au moins commun à ces existences atomisées et séparées par toutes les choses qu'on connaît, la marchandise, la violence, la compétition, la rivalité. Parce que le livre navigue, j'allais dire, entre 1940 et les années 2010. Il y a le point commun entre tout ça, peut-être c'est le refus de la résignation, la fatalité. C'est qu'il y a malgré tout toujours une réaction qui est possible. On peut, voilà, rien n'est joué d'avance. Moi, je suis très impressionné, parfois même abasourdi par les discours dominants où on nous dit il n'y a pas le choix, on est obligé, il faut, et qui en général donc induisent j'allais dire une réduction de l'être humain encore à des éléments, des ratios économiques, comptables, etc. Or on a toujours le choix, il n'y a jamais toujours plusieurs chemins, plusieurs voies, et ceux qui disent on n'a pas le choix, enfin en général voilà, c'est souvent j'allais dire des professeurs d'abandon, quoi. Parce qu'une des ruses je pense, j'allais dire du système, pour utiliser un mot un peu global, c'est de faire croire aux gens qu'ils sont seuls. Et à certains gens, certaines personnes sensibles, littéraires, poétiques, mélancoliques, etc. Leur faire croire qu'elles sont seules. Euh, et ce livre, c'est un peu l'inverse. C'est pour dire à tous ces gens, bah, tu vois, tu n'es pas seul, on est là, et voilà, on se rendra pas, quoi. Bah, déjà, je pense que l'amitié, ce que on aurait tendance à oublier, c'est quand même une sorte de défi à l'époque, parce elle est par définition gratuite, elle se fonde sur des affinités particulière et voilà, elle est dans le don, le partage. Donc déjà, je pense, enfin l'amitié devient de plus en plus, elle l'a été souvent, mais j'allais dire une façon de résister. Et par ailleurs, nous, oui, voilà, enfin, le mot dérive était théorisé même par Guy Debord naguère, où il disait que voilà, il y avait
pratiquer un art de la dérive dans Paris. C'est une façon aussi, ces libertés prises avec le quotidien, c'est une façon de façon très triviale et en même temps fraternelle de poétiser un peu justement la vie courante. Ce livre, il débute justement, bon, entre guillemets, par un banquet, ce que je raconte, un 18 juin 2010 à Paris, un dîner où nous étions 10, si je me souviens bien, plus 11 avec un jardinier imprévu qui nous amenait des légumes de Versailles, du potager de Marie-Antoinette. Et oui, voilà, et ce banquet, je me souviens très bien, enfin, ce repas était très, à la fois joyeux, grave, on évoquait la figure de résistants pas du tout connus, que nous étions quelques-uns à nous passer les noms comme des sésames. Vous en citer quelques-uns ? Bah, moi, je suis très attaché à Fernand Zalkinov, un petit juif polonais qui a été fusillé, toute sa famille ensuite a été déportée et disparu dans les camps. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai découvert dans un livre d'ailleurs qui évoquait Zalkinov un autre personnage s'appelait Serge Grimbert, qui a été lui guillotiné, premier guillotiné, résistant guillotiné en France. Et eux aussi, voilà, voilà, je crois ils vivent avec nous aussi, c'est ça que, enfin, parfois, on n'est pas toujours aussi j'allais dire grave ou recueilli, mais oui, enfin, ces gens-là aussi ne nous quittent pas, comme nous accompagnent les écrivains, donc des vignerons, puisque nous sommes quelques-uns, enfin dans notre groupe d'amis, nous vouons un culte au vin, et en particulier les vins qui sont faits le plus naturellement possible, et donc à l'écart de l'industrie et de l'œnologie moderne. En particulier Eric Calcut. Ah oui, ça c'est un vigneron culte dont on a retrouvé la trace justement, enfin qui nous a recontactés et qui en ce moment traduit le Nouveau Testament en langage banlieue, qui a tourné le dos pour l'instant au vin, mais qui reviendra peut-être et qui a été clown, danseur, qui a eu une vie très, très variée. Ouais. Et bigarrée, joyeuse, je crois. S'il suffisait d'un nom pour changer de destin. Ah oui, ces vins sont magiques. Les gens qui les ont goûtés ont été assez bouleversés. Difficile à définir pourquoi un vin nous touche, mais parce qu'il a fait notamment des vins blancs qui avaient une profondeur aromatique assez éblouissante. Enfin, c'est des vins qui ne ressemblent qu'à eux-mêmes. Voilà, on n'a jamais regoûté ça chez un autre vigneron. C'est un cépage qui est très répandu, qui s'appelle le chenin. Mais en même temps, voilà, il a donné une signature à ces vins. Et ce qui est très amusant, nous en buvons rarement car il n'y a quasiment plus de bouteilles, elles sont introuvables. Mais quelques fanatiques, j'allais dire, en ont gardé 2, 3. Et de temps en temps, quand on a le bonheur d'en ouvrir une, évidemment, celui qui l'amène l'a fait déguster à l'aveugle. Et on reconnaît, en un quart de seconde, on reconnaît immédiatement ce vin, tellement il est, non pas pour les caractéristiques classiques, c'est-à-dire beaucoup de vins qui sentent hélas le bois, qui sentent la banane, ça c'est une levure très connue, utilisée pour le Beaujolais nouveau, etc. Mais parce qu'il a une sorte de minéralité, de profondeur qui est comme quand on ouvre Proust au hasard, enfin, vous pouvez ouvrir la recherche, vous allez reconnaître au bout de 3 lignes que c'est du Proust. Ouais. S'ils disent que demain est un mot inventé, c'est qu'ils n'espèrent rien, les garçons de mon quartier.